Coucou, j'espère que vous passez un très bon moment sur ma chaîne. Chose promise, chose due, nous allons voir l'arrêt UR de 1992 portant sur la révision euh, contractuelle du contrat lorsque il y a un changement imprévisible. Je suis toujours dans ma chambre. Lorsqu'il y a un changement imprévisible sur des conditions qui n'étaient pas prévues à l'initial contractuellement par les parties. Si ce thème vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer des petits mails et à me poser un tas de questions, j'y reprendrai avec plaisir. Donc effectivement, la révision du contrat, à quel moment elle intervient? Donc comme je disais, il y a plusieurs stades. Les négociations avec les avant-contrats et les quasi-contrats, le formalisme par écrit qui vont donner les différents types de contrats, gré à gré, consensuel, d'adhésion, le formalisme qui va se faire au moment de la conclusion des contrats, au moment des échanges, des consentements, qui va entraîner des obligations réciproques à l'égard des parties. Le formalisme peut se faire par écrit. Cet écrit, donc après on verra aussi l'effet relatif entre les parties, l'effet relatif du contrat, donc l'effet que entre les parties. Et vous savez également au moment, donc ça c'est le moment de la formation, au moment de l'exécution du contrat, vous avez ce que j'avais dit, le contenu qui doit être certain et licite, prévu par l'article 1128. Jusque-là, tout va bien. Une fois qu'on a vu ça, on sait que le contrat principal également peut être assorti de clauses. Des clauses limitatives de réparation, de responsabilité, des clauses pour les pactes de préférence, des clauses préférentielles, des clauses aussi qui interviennent au moment de la sanction du contrat, donc au moment où on constate une inexécution ou un déséquilibre manifeste entre les parties. Il ne faut pas confondre effectivement les clauses de responsabilité et de réparation. Et vous avez également des clauses pénales qui sont comme des astreintes, c'est-à-dire on vous donne forfaitairement une somme à payer en cas d'inexécution. Dans cet arrêt, précisément, on se trouve au stade de l'exécution du contrat. Le contrat est en cours. Le formalisme a déjà été fait, l'échange des consentements a déjà été donné. On est au moment où le contrat est en cours, ok, de son exécution. Donc, il faut imaginer que forcément, ce n'est pas un contrat à exécution instantanée, mais un contrat à exécution successive qui s'échelonne dans le temps avec des prestations qui ont vocation à s'exécuter. Là, vous êtes dans le cas, dans l'affaire UR, où c'est un contrat qui a été conclu à titre onéreux, qui suppose donc un prix en échange de la prestation. Ce prix, la fixation du prix, elle peut être déterminée soit conventionnellement, donc par les parties, ou alors par les lois et les règlements qui sont en vigueur. D'accord? Le prix, il y a des conditions pour fixer le prix. Il ne doit pas être dérisoire. Ça veut dire qu'il ne doit pas excéder la capacité finalement économique du contractant débiteur pour ne pas qu'il soit insolvable à la signature du contrat. Au cours de la signature du contrat et aussi au moment de son exécution. Ça veut dire que si je signe un contrat en janvier, je suis solvable en tant que débiteur, partie au contrat. Ça veut dire que même en février, mars, avril, c'est un contrat d'exécution successive, juin, juillet, etc., jusqu'au terme
du contrat, à ce qu'il prenne fin, je dois rester solvable. Pour ça, il faut que mon co-contractant, le créancier, accepte de fixer un prix à ce qui ne soit pas dérisoire, mais convenable, quelque chose qui soit finalement économiquement viable pour ne pas entraîner mon insolvabilité. Dans ce cas, il usera forcément de manœuvres dolosives en cachant le fait que le prix peut augmenter. Donc, il faut surtout ne pas oublier se dire que si je signe en janvier pour un prix de 500 €, il ne faut pas qu'en février, en mars, en avril, le prix augmente et qu'il soit relatif donc à un prix entraînant une lésion en ma faveur, donc 800, 900, 1200 €. Bref, ce sont des cas pour dire que normalement, on doit indexer les prix au contrat pour ne pas justement que s'il y a un aléa imprévisible, une cause étrangère visant à modifier finalement le contenu certain du contrat et pas le contenu futur du contrat, portant sur le prix qui peut être aléatoire, lié à une inflation ou une déflation, qui sait. Voilà, donc je dois avoir un prix fixe. Dans le cas où il faudrait réviser le prix, il faut prévoir une clause d'indexation. Cette clause, elle se négocie, rappelez-vous, librement. Soit on se place au moment de l'ordonnance de 2016, soit on se place après, donc au moment de la loi de rectification de 2018. À ce moment-là, on sait que effectivement la liberté de négocier, la liberté d'insérer des clauses doit correspondre aussi au fait que ces clauses ne peuvent pas être modifiées au cours de l'exécution du contrat, parce que justement elles ont été déjà négociées avant son exécution. Ça, c'est la première des choses. Et c'est pour ça que l'arrêt UAR de 92 est très, très formateur en la matière. Parce qu'on se rend compte que, dans les faits, il y a eu des circonstances imprévisibles à la volonté des parties. Ces circonstances qui se trouvaient notamment en dehors de toute habilitation législative. Ça veut dire qu'il y a eu un changement, un déséquilibre significatif. La contrepartie n'y était plus. Ça ne résultait pas d'une réticence dolosive ou d'une manœuvre frauduleuse. Et cela résultait donc, du coup, des circonstances extérieures. Dans le cas présent, normalement, vous avez le grand principe en droit commun portant sur la force exécutoire du contrat. Qu'est-ce que c'est la force exécutoire du contrat? C'est la force par laquelle on ne peut pas déroger aux conditions qui ont été prévues contractuellement. On doit s'y soustraire. Je suis tenu d'une obligation de faire, alors je dois la faire. Je ne la fais pas, la sanction, c'est l'inexécution. Quand bien même j'aurais inséré une clause limitative de responsabilité. Ok, donc là, c'est la première des choses. Là aussi, dans cet arrêt en question, vous avez eu la notion de prix concurrentiel. Donc, normalement, un prix, effectivement, est toujours concurrentiel, c'est-à-dire que vous allez acheter un objet et parfois, à des euros et des centimes près, vous aurez une différence avantageuse ou désavantageuse et vous vous direz « Ah, si j'avais su, j'aurais contracté avec quelqu'un d'autre. » Donc ça, c'est un petit peu à cet égard que l'on se place. La cour, chambre commerciale,
s'est posé cette question et en a ressorti l'attendu qui suit en disant que l'absence de clause contractuelle permettant l'exécution de bonne foi du contractant est significative. Ici, le juge s'est penché sur la notion de bonne foi en disant que, en dépit du changement de circonstances économiques relatif au prix, ce n'était pas forcément de la volonté du créancier à l'obligation en fait, finalement, changer les prix. Lui, il n'a usé d'aucune manœuvre dolosive. Il était finalement honnête, hein, pour avoir un langage courant, familier. Il était honnête. Voilà. Et donc, la Cour relève que la faute contractuelle de la société de ne pas avoir renégocié le contrat suite au changement des circonstances économiques et imprévisibles, par contre, doit rendre l'exécution du contrat normalement possible. Ça veut dire qu'en dépit de la bonne foi du créancier, de ne pas avoir changé les prix de son propre fait pour nuire à son co-contractant, le débiteur, et le mettre dans une situation d'insolvabilité, malgré ça, en fait, il aurait dû avoir la diligence et le réflexe, et finalement, pour des raisons de sécurité économique, pour la poursuite du contrat en cours, pour le maintien de la poursuite du contrat en cours, il aurait dû renégocier le contrat. Donc, on sait qu'on a eu des négociations, que les négociations, elles interviennent avant la formation et avant l'exécution du contrat, mais également, on peut revenir sur des termes contractuels. Lui, en l'occurrence, il ne l'a pas fait. Bon, alors, il n'a pas fait, je pense qu'il n'avait pas tout simplement une bonne équipe juridique pour l'aider, en fait, pour l'accompagner. Ou alors, c'est en dépit de la bonne foi, ça peut être assimilé à une certaine négligence. Mais dans tous les cas, le juge, en l'occurrence, a estimé que c'était une faute. Alors, vous me direz, faute lourde, faute grave, est-ce que ça entraîne la nullité partielle ou totale, est-ce que c'est pris sur des éléments objectifs ou subjectifs, etc. Dans tous les cas, ça relève quand même d'une faute contractuelle qui est présente au moment de l'exécution du contrat et qui n'empêchait pas sa renégociation de manière à ce qu'il y ait une poursuite du contrat et donc des activités en cours. Le maintien et la survie du contrat, c'est un peu comme dans les procédures collectives, c'est le cœur en fait pour maintenir les relations contractuelles et c'est une cause aussi pour ne pas engager sa responsabilité. Qui dit faute excusable ou inexcusable. En l'occurrence, là, j'amène à une autre réflexion, à se pencher sur l'arrêt Canal de Craponne de 1876. C'est un arrêt très ancien et fondateur qui dispose justement que en vue des renégociations, on doit rendre l'équilibre du contrat plus juste envers la partie lésée, envers la partie débitrice et sur laquelle reposait l'obligation de moyens de payer. Dans ces conditions, rendre plus équitable l'équilibre du contrat, rappelez-vous, hein, on avait vu le déséquilibre contractuel dans les précédentes vidéos sur justement le contenu. Et donc, vous voyez bien qu'ici, cet arrêt prend tout son sens. Voilà, cette révision est basée sur une obligation de bonne foi. Néanmoins, la Cour dit que manquer à l'obligation de bonne foi de l'une des parties qui aurait dû, mais qui n'a pas fait, renégocier le contrat en vue de son obligation le rend plus équitable et donc elle vient sanctionner le co-contractant qui refusait l'adoption des termes du contrat en l'occurrence.
Vous avez aussi d'autres arrêts hein, qui consacrent ce principe un peu de loyauté, finalement, un principe de loyauté qui dit que ben, vous auriez dû tout faire pour mettre votre contractant dans une situation où il n'aurait pas été déséquilibré et surtout que la loyauté s'apparente au prix et au prix indexé sur le marché concurrentiel. Le prix, la concurrence, la loyauté et du coup l'inexactitude entre la valeur du contrat, de l'objet du contrat, le prix, l'objet du contrat. Et donc dans un contrat, il y a deux objets, parce que c'était normalement, voilà, il y a la chose et le prix. Un contrat conclu à titre onéreux, vous avez la chose et le prix. Et donc, en l'occurrence, le principe de la loyauté ici s'appliquait au prix. Point final. La loyauté aurait pu se dire, ben, du coup, je n'ai pas renégocié, je suis perdant, le contrat n'a pas vocation à être maintenu, je vais recontracter avec quelqu'un d'autre, en l'occurrence un concurrent. Cela n'a pas été fait dans les faits, mais ça aurait pu l'être. Néanmoins, la Cour, alors, en vue de ses jurisprudences, Canal de Craponne de 1876 et Huard de 92, s'est dit quand même qu'on allait consacrer toutes leurs solutions au sein de l'article 1195 du Code civil. Donc, cette consacration de l'article 1195 du Code civil a été prévue notamment par la réforme du droit des contrats et qui prévoit que si un changement des circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'en avait pas à en assumer le risque, voilà, le risque, la charge, celle-ci peut alors demander une renégociation du contrat à son co-contractant. En 195. Voilà, donc c'est un article qui est favorable pour le co-contractant débiteur. Et là, vous vous rendez compte que grâce aux jurisprudences, à la construction successive de la Cour, on a pu intégrer au sein du Code civil, donc au sein du Code civil, cet article 1195. Techniquement, doctrinalement, quand la doctrine crée du droit et a vocation à s'insérer dans des textes législatifs, on parle de droit prétorien. Voilà, donc droit prétorien, enfin voilà. Et du coup, en général, c'est souvent en matière de droit administratif que vous voyez ce genre de choses. Ce sont des constructions d'abord jurisprudentielles, puis ensuite qui sont intégrées dans les codes. Donc c'est pour ça que c'est un arrêt de principe vraiment très intéressant et que la renégociation du prix, hein, finalement, de 1993 à 1876, de 1876 à 1993, si ça s'applique encore et que c'est inséré dans le code, ça veut dire que ce droit prétorien est un droit vivant et que cette innovation juridique a toujours tendance à s'appliquer. En d'autres termes, c'est une bonne chose. Bref. Donc, voilà. Et n'oubliez pas, donc juste pour en finir à ce sujet, que puisque cette jurisprudence de principe a toujours vocation à s'appliquer, voilà, bref, voilà. Voilà. Alors, on peut me demander, et si, voilà, c'est ce que je voulais dire. En problématique, moi, j'aurais mis un cas pratique dans le commentaire d'arrêt. J'aurais mis finalement, qu'est-ce qu'on aurait fait? Que faire si les renégociations qui devaient être prévues par 1195 du Code civil
était tenu en échec, n'avait pas abouti, qu'est-ce qu'il aura été pour la partie qui finalement euh, serait tenue, serait restée débitrice de son obligation. Là, ça pose quand même un problème. On peut se dire finalement, ok, ils n'ont pas renégocié le contrat parce que malgré le principe de bonne foi, finalement, ça n'a pas fait, etc. Mais si le contrat avait vraiment été renégocié, est-ce que, est-ce que la partie lésée, la partie débitrice, aurait toujours été tenue à l'obligation, à la dette? Alors, réponse oui dans le grand A, réponse non avec des atténuations dans le grand 2. Faut voir l'articulation entre le grand 1 et le grand 2, le A, le B, etc. Mais bon, en tout état de cause, il aurait fallu dire simplement que la renégociation aurait été possible, mais qu'il faudrait tenir compte de la date et surtout des circonstances imprévisibles. Alors, c'est un petit peu les mêmes caractéristiques que la force majeure, circonstances extérieures, imprévisibles, nanana. Les trois conditions de la force majeure pour quelle ait vocation à s'appliquer. Mais dans tous les cas, voilà. Et la renégociation peut être aussi judiciaire, parce que ça, on ne le dit pas souvent, mais on peut faire une renégociation, comme on peut faire un gel, ou un report des créances judiciairement. Encore un écho et une passerelle aux procédures collectives. En fait, c'est ça en général. Voilà. Donc, du coup, je vais conclure parce que, effectivement, à défaut d'accord dans un délai raisonnable sur un contrat conclu à échéance successive, le juge peut, à la demande d'une autre partie, réviser le contrat. Réponse à la problématique, finalement. Si les négociations entre les parties pour négocier le prix du contrat à un échec, on peut toujours se retourner judiciairement vers le juge qui, lui, va trancher, un peu comme un arbitre neutre, un tiers au contrat, finalement, qui va avec diligence pouvoir fixer une contrepartie sans équivoque. De cela, enfin, on peut se dire que si les renégociations ne sont toujours pas satisfaisantes, on peut toujours mettre un fin au contrat, tout simplement. Alors, mettre fin avec, bien sûr, en respectant... alors, ça serait une résolution, voilà, ça serait une résolution. On verra quand on fera les nullités. Mais là, ça serait une résolution parce que ce sera en cours d'exécution du contrat. Et à la date et aux conditions que le juge aura fixées, il peut toujours demander la résolution du contrat. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.